Donc oui, bonjour, moi je m'appelle Émilie Luneau, je travaille à l'Agence de l'eau sur la thématique zone humide et foncier. Et par rapport à Joël et Philippe, que vous connaissez sans doute mieux que moi je suis au siège. Donc l'Agence de l'eau, c'est une grosse structure. Il y a une délégation grosso modo par région. Le rôle du siège, c'est un rôle d'animation et de pilotage du programme d'intervention, en ce qui me concerne, parce que moi je suis à la direction des interventions, et d'animation de cette politique auprès des délégations, mais également d'appui technique. Et ce qu'on vous présente aujourd'hui se fait dans le cadre de l'appui technique et dans le cadre de la politique d'intervention de l'agence. Donc ça me permet d'aborder un second point, c'est que l'agence, elle a, je vais caricaturer à nouveau, mais on va dire 2 grands champs d'action. Le SDAGE, dont elle porte le secrétariat, dont elle anime l'élaboration avec les DREAL, qui est un document beaucoup plus large que son seul programme d'intervention. Et elle a donc le programme d'intervention dans lequel se situe cette démarche et qui vise à, en fait, comme les programmes d'intervention des comités départementaux, des régions, etc., à expliquer où est-ce que l'argent qu'elle gère va. Voilà. Donc on est bien dans le programme d'intervention et pas dans le SDAGE, qui explique qu'on ne peut pas aborder tous les champs. Alors le premier point que je voulais voir avec vous, c'était finalement pourquoi porter une étude de retour d'expérience. Donc au préambule, au niveau de la politique d'intervention de l'agence, vous le savez que l'agence, elle accompagne l'animation, y compris l'animation foncière, des études, des plans de gestion stratégique, de la restauration, de l'acquisition, de la gestion, donc de l'entretien, et de l'évaluation des plans de gestion. Ça, c'est quelque chose qui s'est effectivement renforcé, on dit aussi élargi au niveau du 10e programme. Si on fait un petit retour en arrière, on se rend compte que sur le 9e programme, plus de 80% des aides de l'agence concernaient des études, c'est-à-dire l'acquisition de connaissances. Donc des études et notamment des inventaires sur les zones humides. On est là vraiment que sur la politique zone humide. Et depuis le début du 10e programme, il y a un virage qui s'est opéré, c'est-à-dire qu'on a dépassé le champ de l'acquisition de la connaissance et finalement on met à profit cette connaissance pour passer à la mise en œuvre. Donc c'est très concret pour nous, parce que le début du 10e programme c'était 2013, on est aujourd'hui en 2015 et on voit déjà que plus de la moitié des aides qu'on apporte sur les zones humides sont consacrées à des actions de restauration maintenant. Que le volume global des aides de l'agence, il a été multiplié par 4 sur les zones humides. On est passé d'environ 2,2 millions d'euros par an sur le 9e programme pour des études, des plans de gestion, des inventaires, à plus de 9,5 millions d'euros par an pour essentiellement de la restauration, la mise en œuvre de plans de gestion. Et le 3e point qu'on observe, c'est que la superficie moyenne des opérations augmente. On était à moins de 0,7 hectares par opération. Donc une opération en général, c'est plein de petites aides qui sont cumulées. Là, on arrive à des ratios qui sont en moyen aux alentours de 12 hectares. Ça ne veut pas dire qu'une action, elle fait 12 hectares, mais c'est que le ratio moyen de ces actions est aux alentours de 12 hectares. Donc ça veut dire qu'on a un effet plus fort. Moi, quand je suis arrivée à l'agence, je regardais j'allais voir les collègues, je disais, tiens, qu'est-ce qui se passe sur les zones humides et tout. C'était très morcelé, c'était vraiment ce qu'on dit, l'effet postillon, l'opportunité. Et on se rend compte que finalement, plus on avance, plus cette énergie, elle se focalise sur des notions d'enjeux, c'est-à-dire des territoires qui sont menacés, en lien avec le cycle de l'eau, et qui font donc appel à de la priorisation. On se dit, tiens, il est urgent d'agir là-bas, donc on concentre nos forces sur ces zones-là, et finalement, ça marche. Quand on manipule les chiffres et quand on analyse les plans de gestion, on se rend compte que, oui, ça marche, quoi, ça le fait. Donc, forte de ce constat, l'agence, elle a souhaité défendre, clarifier le rôle des zones humides vis-à-vis des masses d'eau, parce qu'on le disait ce matin, une zone humide, ce n'est pas une masse d'eau. Il n'y a pas d'objectif de bon état, donc on est un peu sur la marche qui aide à atteindre le podium, on n'est pas un objectif direct. Mais le SDAGE, il dit quand même que les zones humides ont un rôle déterminant pour l'atteinte du bon état. Mais cependant, ça ne va pas plus loin. Donc l'idée, c'était d'arriver à conforter cette idée, à la défendre, en lien avec les 3 grandes fonctions qui sont reconnues sur ces milieux. Donc les fonctions qui sont liées au cours d'eau, les fonctions qui sont liées aux masses d'eau souterraines et les fonctions qui sont liées avec la biodiversité. Et dans cette réflexion, le but du jeu, c'était de faire le lien avec le SDAGE, bien sûr,
Et le programme d'intervention de l'agence, ça veut dire très concrètement pour nous, établir des éléments de doctrine, mettre à l'aise l'agence avec la thématique des zones humides. Oui, c'est important pour une agence de l'eau de s'investir sur ces milieux. Ça veut dire qu'il faut s'organiser aussi. Comment on les aborde? Les zones humides, il y en a plein. Hein. Toutes les vallées alluviales sont des zones humides. Donc concrètement, ça peut être assez phagocytant. Donc comment est-ce qu'on s'organise? Voilà. Et on co-signe des référentiels techniques pour la gestion du fonctionnement eau de ces milieux, parce qu'en fait, on s'apercevait que finalement, sur ces milieux, il y avait beaucoup d'actions en lien avec leur prise en compte historique, hein, la biodiversité, ce qui était absolument pas critiquable et à critiquer. C'est pas du tout l'objet de mon propos, mais c'est que finalement, nous, en tant qu'acteurs de l'eau, on était un peu à la bourre sur les collectes de la biodiversité, puisqu'initialement, vous le savez, hein, les zones humides, c'est Ramsar, c'est la vie-faune, par la suite, la directive faune-flore-habitat, et finalement, l'eau, il n'y a toujours pas d'objectif de bon état, alors que le phénomène d'inondation, tous les enjeux de la GEMAPI, ça se passe où? Par exemple, ça se passe sur les zones humides. Toutes les masses d'eau affleurantes, c'est quoi? Ce sont des zones humides. Donc il y a quand même un lien évident. Et donc, et pour autant, des guides techniques qui sont un peu lacunaires sur ces aspects, une demande qu'on avait, nous, au niveau des gestionnaires qu'on rencontrait. Ah oui, alors je parle beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à me couper, puisque l'objectif de la présentation, c'est de vous présenter ce qui se fait, et c'est d'avoir un premier échange. Donc on en a déjà eu un échange avec certains d'entre vous vendredi, mais voilà, le but du jeu, c'est d'être interactif. Hein. Je sais aussi m'arrêter de parler, répondre aux questions. Donc exceptionnellement, si vous voulez lever la main pendant l'intervention pour réagir en direct, je vous amène un micro. Oui, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Ça me permet d'adapter mon propos. Moi, je ne vous connais pas du tout. J'arrive ici un peu comme un cheveu sur la soupe, donc il ne faut pas hésiter à m'interpeller. Donc, un exemple tout bête sur lequel on s'est appuyé. L'agence de l'eau, c'est un grand nombre d'agences, c'est plus de 70 personnes qui vous accompagnent à l'échelle du bassin RMC, hein, des deux bassins, pour l'instruction des dossiers. Sur ces 70 personnes, culturellement, ce n'est pas forcément des gens qui viennent des cours d'eau et encore moins des zones humides. Donc on a tous nos spécialités, nos affinités, on a tous une polyvalence de par les dossiers qu'on gère, mais on n'a pas tous le même niveau de culture sur la thématique zone humide en particulier. Donc l'idée c'était de décomplexer aussi tout un chacun en se disant si on prend une plaine alluviale, on se rend compte que dans une plaine alluviale, il y a plein de zones humides et que ces zones humides, elles sont essentielles pour le cycle de l'eau, puisque ce sont les sources, ce sont les lieux de crue, de soutien d'étiage, c'est le lieu où il va y avoir des échanges avec les nados terraines. Donc ce sont des fonctions essentielles pour l'agence et ça doit asseoir sa légitimité sur ces milieux. Voilà. Alors par contre, effectivement, à l'agence, on a une particularité, c'est-à-dire que par rapport aux politiques, on va dire plus biodiversité, qui sont animées par les régions ou peut-être même les conseils généraux et les DREAL, on n'est pas spécialisé sur la préservation. C'est-à-dire que nous, on s'attaque à l'autre part du gâteau, on va plutôt sur les milieux qui sont dégradés. On a pour objectif de faire en sorte que le potentiel qui existe dans ces milieux parfois un peu délaissés s'exprime et qu'il puisse passer finalement à un bon état pour après passer dans les politiques de biodiversité. Donc concrètement, nous, notre priorité, c'est plutôt de s'intéresser aux zones qui ont des fonctions reconnues vis-à-vis du cycle de l'eau, puisque on est une instance qui est directement en lien avec les usagers de l'eau. Donc les usagers de l'eau, les usages de l'eau en tout cas peuvent être illustrés par les rubriques du muséum, c'est-à-dire les services rendus, hein, donc les luttes contre l'inondation, etc., ce que je viens d'évoquer. Et en priorité, on va sur les secteurs dégradés et menacés. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif, on peut aller ailleurs, mais en tout cas, en général, nous, on s'organise sur les milieux aquatiques en fonction de l'urgence à agir. Donc, ces dégradations, ces menaces, elles sont multiples et en termes d'intervention, pour nous, encore une fois, ce n'est pas une exclusivité, hein, ça n'écrase pas le reste, mais c'est une priorité d'intervention. S'il y a des points de vigilance à faire passer aux collègues, on se dit, tiens, va voir là-bas s'il y a moyen d'agir parce que il y a un rôle pour le cycle de l'eau, il y a une dégradation, une menace qui pèse, ce serait intéressant qu'on aborde ce site en premier. Voilà.
Dans ce contexte-là, on a donc, ce que j'évoquais en introduction, choisi de porter une étude qui permettrait d'apporter des éléments techniques destinés aux maîtres d'ouvrage sur le diagnostic du fonctionnement naturel de la zone humide, les aspects restauration des fonctions eau et le lien avec le SDAGE et le 10e programme d'intervention. C'est un peu redondant. Donc une étude de retour d'expérience des plans de gestion de zones humides sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Voilà. Nous y voilà. Voilà, Nous y on voilà. y est. Allez. Je suis trop bavarde, il faut le dire. Donc une étude pilotée par l'agence, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a choisi, en fait, on s'est dit les zones humides, on agit quand même dessus depuis X années. Donc on a constitué un comité de pilotage qui est composé des gestionnaires qu'on rencontre à l'échelle des bassins Rhône-Méditerranée-Corse. Donc c'est pas tout le monde, bien sûr, c'est une quinzaine de membres extérieurs en plus des 4 référents de l'agence et des gens du siège. Ça permet d'avoir un groupe de travail adapté à une échelle de travail. Donc on est sur une vingtaine de personnes au total. Les gens ont été, on leur a posé la question, ils ont été volontaires. Et l'idée, c'est qu'on a veillé à une représentativité des natures de maîtres d'ouvrage. Donc vous le voyez, on a des conservatoires, on a des DDT, des DREAL, des CG, le parc national, des chambres d'agri, etc. Cette étude, elle a démarré en novembre 2013. Elle est comme l'objectif, c'est bien une étude de retour d'expérience, donc on n'est pas là pour dire ex nihilo ce qu'il faut faire, on est là pour se nourrir de l'expérience des gens, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui aurait dû marcher en fait, qui n'est pas du tout adapté, les difficultés à la mise en œuvre, etc. Donc on a eu à peu près 1 an d'échanges, d'analyse technique, de retour d'expérience, etc. Et depuis janvier, tous ces éléments-là, cette matière, on la formalise dans une boîte à outils qui sera envoyée à la consultation pendant l'été et qui sera validée à la rentrée en lien avec la démarche que mène l'Athènes sur la révision des plans du guide des plans de gestion de sites naturels, puisque du coup, les livrables de notre étude constitueront un module eau, zone humide. Voilà. Donc, étudier des plans de gestion, c'est bien. Maintenant, il faut les choisir. L'agence, sur son 9e programme, rien qu'en plan de gestion, il y a eu plus de 250 opérations financées. Donc, c'est absolument pas appréhendable. Donc, on a fait un échantillon. Hein, c'est pratique, l'échantillon. Donc, c'est pareil. On a pris plein de critères pour représenter les différentes typologies de zones humides, les différentes thématiques, les différents acteurs, les différentes problématiques, etc., contexte géographique. Et on a choisi 30 plans de gestion parce que c'est appréhendable, on peut aller au fond des choses. Et puis parce que le but du jeu, c'est, encore une fois, pas d'imposer, pas de dire crac, crac, voilà le cadre et c'est comme ça que vous faites. C'est une valorisation de ce qui existe par rapport à des problématiques principales. Et le but, c'est de donner des pistes de raisonnement, de réflexion, et d'en faire un peu une démarche finalement vivante. Voilà. Donc on a rencontré des gestionnaires, on a constitué ce comité de pilotage, et là on est vraiment dans l'étape d'élaboration des livrables qui ont été choisis par le comité de pilotage avec une règle très simple, c'est il ne faut pas être redondant avec l'existant, hein, et il faut avoir des choses qui sont tournées sur la restauration, parce que c'était une demande qu'on avait du départ. Et le comité de pilotage a identifié ces livrables, un cahier des charges pour l'élaboration de plans de gestion, et en particulier par rapport à l'Athènes, un focus sur le diagnostic des fonctions eau. Qu'est-ce que c'est des fonctions eau sur les zones humides et comment est-ce qu'on les appréhende? Un guide technique pour identifier l'espace de bon fonctionnement, puisque c'est une nouvelle notion d'usage et que cet espace-là, on a tout à gagner parce qu'il peut nous permettre de faire le lien avec les cours d'eau et donc la GEMAPI. Et des clés de restauration fonctionnelle, donc pour les gens qui sont un peu accoutumés sur les cours d'eau. Dans les cours d'eau, on a la méthode de Malavoie, hein, R1, R2, R3. Donc là, il s'agit d'une transposition. La logique, l'objectif, c'est d'amener les gens à bien identifier quelle est la cause de ma perturbation. Est-ce que j'observe, est-ce que c'est naturel ? C'est-à-dire, est-ce que ça dépend en fait du fonctionnement propre de la zone humide? J'ai une tourbière, elle est oligotrophe, et ben c'est comme ça. Il ne faut pas que je cherche à la changer. Je veux faire une zone, utiliser une zone humide par rapport à sa fonction d'épuration des eaux. Attention, ma zone humide, c'est pas un bassin de lagunage. Elle a une capacité propre à recevoir. Et donc, distinguer fonctionnement naturel et fonctionnement perturbé, anthropique ou trop poussé, et puis identifier la cause, vraiment l'origine de la problématique pour favoriser en fait des actions sur cette origine.
Donc si on détaille un petit peu ces livrables, je vais vous présenter sur le schéma suivant, c'est-à-dire le constat, d'où est parti le comité de pilotage, et rapidement brosser le contenu du livrable. Par rapport à l'idée de cahier des charges, en fait, on s'est rendu compte que sur ces milieux-là en particulier, il n'y avait pas de cadre. Et du coup, on a une diversité de documents de gestion. Alors, ce n'est pas vraiment un problème, mais la problématique, c'est que dans le contenu, en fait, c'est très divers. Que les gens viennent d'un milieu d'usagers économiques type agri ou gestionnaire synégétique, ou alors plutôt du monde naturaliste ou plutôt du monde de l'eau. Enfin, on a des acteurs très variés et chacun a sa manière d'appréhender le milieu, ce qui fait qu'en fait, on a des approches qui sont absolument pas comparables et des logiques complètement diverses. Le guide Athènes, s'il y a un guide qui est utilisé sur ces milieux-là, c'est celui-ci, mais il est utilisé il parle à une catégorie d'acteurs et pas forcément à l'ensemble des gestionnaires qui travaillent sur ces milieux-là. Donc on a posé la question au COPIL, est-ce qu'on doit proposer un cadre de référence commun pour l'élaboration des plans de gestion ? Et du coup, le COPIL a dit, oui, ce serait bien d'avoir un cahier des charges type très basique, mais qui puisse aider peut-être la petite commune ou les gestionnaires qui s'y connaissent un petit peu moins, mais qui défendent l'approche par fonction, quitte à être un peu utilitariste. Soyons un peu sexy sur les zones humides. Une zone humide, oui, il y a des libellules, mais on peut aussi dire qu'une zone humide, elle a un pouvoir de rétention de crues, etc., etc., etc. Donc, revaloriser tous ces éléments qui étaient dans la tête des gens qui s'y intéressent. On pense souvent au muséum, etc., mais les vulgariser et donner du sens à cette approche pour convaincre les élus. Ça permet aussi d'approcher les trois fonctions, sans en rendre une prioritaire par rapport aux autres, donc de marier le monde de l'eau et de la biodiversité. Et l'idée aussi du comité de pilotage, c'est par contre avoir un niveau un peu plus poussé sur l'état des lieux et le diagnostic des fonctions eau, parce que ça, c'était un constat, alors c'est peut-être un biais de l'échantillon, mais l'échantillon, il est aussi compensé par les 15 gestionnaires extérieurs qu'on a dans le comité de pilotage. Tout le monde s'est entendu pour dire que l'eau était rarement vue comme un objectif d'intervention en soi. L'eau, c'était souvent un moyen, encore une fois, de favoriser une expression économique, un usage agricole du sol, un usage de chasse, une biodiversité patrimoniale, voilà, ou alors une rétention des crues, des choses comme ça. Mais c'est rarement vu comme un objectif de restauration propre. Or, le système aquatique, il a son propre fonctionnement, ne serait-ce que morphologique, ses propres caractéristiques, et en considérant ça, on peut parfois aider à l'expression des autres fonctions. Donc c'est important qu'il y ait un champ des plans de gestion qui approche vraiment le domaine de l'eau à part entière. Donc du coup, une proposition de trame de CCTP type. Alors c'est que des petits bouts, parce qu'on y travaille et ça évolue un petit peu tous les jours. On a beaucoup d'échanges, mais ces éléments, ils seront donc encore une fois soumis à consultation cet été. Donc, par exemple, des logigrammes, avoir des clés de lecture pour se repérer entre plan de gestion stratégique. Et comme l'objectif, c'est pas de pousser les gestionnaires à réviser tous leurs plans de gestion et de faire table rase du passé, il y a aussi des clés de lecture pour essayer de comprendre les équivalences entre ce qui est remis au goût du jour et ce qui est fait localement, parce qu'on s'aperçoit de fait que l'eau, elle est bien abordée, mais elle n'est pas souvent, elle ne fait pas l'objet tout simplement d'une partie propre, quoi. Donc l'objectif du CCTP, c'est faire des fonctions eau un objectif de restauration en soi, identifier et privilégier une action sur les causes, bien identifier, comprendre quel est le fonctionnement naturel de ma zone, et ne pas hiérarchiser les fonctions les unes par rapport aux autres, mais plutôt favoriser une complémentarité. De manière transversale sur les trois livrables, l'idée, c'est pas de décider à la place des gens, mais c'est de sauvegarder, finalement, de préserver, d'essayer de défendre le raisonnement technique. Parce que ça, c'était un deuxième constat qu'on a fait à l'étude des plans de gestion, c'était que très souvent, les décideurs ont tendance à orienter les plans de gestion directement par rapport à leurs objectifs propres. Et donc, on zappe un petit peu, finalement, mon milieu, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il peut m'offrir. Donc l'idée, c'est on pose un diagnostic, un état des lieux un peu objectif, qui soit un vrai outil d'aide à la décision des acteurs en connaissance de cause. Après, c'est l'instance de concertation qui décide, bien évidemment. Ouais. J'irai après. Donc sur l'espace de bon fonctionnement, on s'est rendu compte qu'effectivement le périmètre d'intervention, il était directement en général calé sur le périmètre de propriété, en conventionnement ou en propriété foncière propre.
ce qui peut se comprendre, hein. Mais du coup, on avait du mal à se rendre compte finalement, ma zone humide, elle a besoin de quoi pour exprimer ses services. Et si, pareil, je vais avoir une approche utilitariste, comprendre, identifier cet espace de bon fonctionnement, ça ne m'oblige pas de faire l'état des lieux sur cette surface, ça ne m'oblige pas d'inventer un plan de gestion, mais ça me permet tout simplement de faire passer le message de ma zone humide. Finalement, si je veux qu'elle rentre, si je veux me servir de ces services au maximum, il faut quand même qu'à terme, je me rende compte que c'est tout cet espace-là qui est concerné. Voilà. Donc l'idée, c'était ça. Du coup, le comité de pilotage a effectivement souhaité qu'on puisse être force de proposition sur des éléments de cadrage technique pour définir cet espace de bon fonctionnement. Et ce point de la réflexion-là en particulier, il sera valorisé dans un guide espace de bon fonctionnement en 2016, au titre qui sera édité au titre du SDAGE. 5 minutes. Ah ouais, je suis trop bavard. Tac, tac, tac. Je te laisse occuper, Nicolas. Donc l'espace de bon fonctionnement, tout ce qu'on fait en intervention, ça n'a aucune portée, si ce n'est être incitatif. Nous, notre vocation, on n'a pas les pouvoirs des DDT ou des DREAL en termes de police de l'eau. On est là pour encourager les gens, éclairer les éléments de décision. Bien évidemment, notre champ d'intervention, c'est par rapport au cycle de l'eau, encore une fois, mais les livrables, ils n'ont pas vocation, ils n'ont pas de portée réglementaire. Ils sont, voilà, si vous voulez mieux clarifier les enjeux de l'eau, on a travaillé avec des représentants de gestionnaires pour essayer de faire des livrables. C'est le but, quoi. Voilà. Donc l'espace de bon fonctionnement, ils sont inclus dans le sous-bassin versant. Il est adaptable, donc l'idée c'est qu'on part d'emblée avec la connaissance qu'on a et on peut faire un trait peut-être un peu au doigt mouillé. Le but c'est de travailler sur le raisonnement. Pourquoi? Où est-ce que ça se situe? Comment j'identifie ce qui influence le fonctionnement de ma zone et ce qui le caractérise? Donc ce qui caractérise, c'est par exemple sur les fonctions eau, si on fait fonction par fonction, ce sont les lignes topo. Par exemple, hein, les apports d'écoulement, de sortie, etc. Pour le fonctionnement physique et biogéochimique, on est sur la relation masse d'eau souterraine, c'est évidemment la pédologie, la géologie, etc., la qualité de la nappe et tout. Pour le fonctionnement biologique, c'est un petit peu plus dur parce que comment prouver qu'une espèce conditionne l'expression de la zone? C'est plutôt l'inverse. Une espèce, au départ, on était parti dans cette démarche, on s'est rendu compte que c'est trop compliqué et du coup, a été décidé plutôt d'approcher le fonctionnement biologique par rapport aux reflets. Si je dois mettre, par exemple, les indicateurs Roméo, j'ai tout à gagner à les mettre au départ. Je fais mon T0, quel est l'état de forme de ma zone au travers de ces deux fonctions, et je ferai à mi-parcours un bilan et à terme du plan de gestion un bilan pour voir finalement si j'ai été dans le bon sens. Voilà, donc la méthode qui est proposée et qui est à l'écriture à l'heure actuelle, c'est celle-ci. Donc on la travaille également avec les gens de Roméo, hein. Et finalement, si on superpose les trois périmètres, on arrive à avoir un bilan qui peut permettre, voilà, d'argumenter, d'expliquer techniquement où se passe le trait en décomplexant, en disant c'est pas parce que tu es à l'extérieur du trait qu'il se passe rien. Non, non, on est juste sur un raisonnement, une sensibilisation. On a également travaillé à des schémas synthétiques pour deux raisons. C'est parce que pour un élu, c'est beaucoup plus facile, c'est pour même tout à chacun, c'est beaucoup plus parlant. Et puis, il y a des sites. Hein, vous les connaissez mieux que moi, mais tout ce qui est marais littoraux, voilà, secteur lagunaire, c'est beaucoup moins évident de caler le trait. Donc là, il y a la Tour du Valat qui va prendre le relais sur ces milieux-là, courant 2016, pour adapter les livrables de l'étude à ces milieux un peu spécifiques qui sont finalement d'une ampleur tout autre. Voilà, je me dépêche. Hein. Donc l'autre idée d'outil, c'était effectivement défendre la restauration fonctionnelle. Donc quand on dit ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, les objectifs majeurs des porteurs de projets sont la biodiversité, l'accueil du public et les activités économiques. Les fonctions à l'eau sont abordées, mais de façon plus marginale, elles sont souvent un moyen de répondre à ces objectifs-là et ne sont pas vus comme de la restauration en soi. Nous, techniquement, il y a plein de projets qu'on voit passer, les collègues pourront vous en parler, où en fait, on est force de proposition sur la restauration morpho et qui est beaucoup plus pérenne dans le temps et qui est tout à fait conciliable avec les enjeux biodiversité. Donc ça, c'est intéressant à défendre parce qu'il faut prendre le temps d'identifier où est la problématique avant d'aller sur qu'est-ce que je veux faire. Donc l'idée, effectivement, c'est des scénarios de restauration fonctionnelle. Donc c'est aussi valoriser le processus. Donc le processus, c'est qu'est-ce que ma zone humide elle est en capacité de faire.
Donc c'est le cycle de dénitrification, etc., stockage de carbone, tout ça. C'est pas très sexy, mais ça viendra. Et donc, en fait, c'est d'appuyer l'intérêt à agir en se disant, on fait à minima un scénario tendanciel. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un choix. On n'est pas là pour décider à la place des autres, mais il faut le faire, encore une fois, en connaissance de cause. Et si je veux agir, j'ai différents moyens d'action. J'ai la préservation. Donc, préservation, ça peut être la non-intervention d'entretien ou la labellisation juridique d'un site. C'est quelque chose de fort, hein, on l'a vu, un cœur de parc national. Bon, ben, ça pose un peu les choses, les RNR permettent aussi des choses, etc. Et après, j'ai différents niveaux de restauration qui ne sont pas prioritaires les uns par rapport aux autres, mais qui ont juste la transparence du niveau d'action. C'est-à-dire, est-ce que j'agis vraiment sur la cause, ou je ne peux pas agir sur la cause, je vais agir par souci de moyens, ou par pas de temps, ou par il n'y a pas la volonté, mais tout simplement, j'ai conscience que j'agis à un échelon intermédiaire. Voilà. Donc ça, c'est important. On cite souvent les populations agricoles, mais il y a des exemples tout bêtes hein, sur la lutte contre l'érosion. Mes terres, elles s'érodent, etc. Ça vient de quelque part. C'est pas la zone humide qui favorise ça naturellement. Non, 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 ça vient de quelque part. J'ai du drainage, je favorise la sortie d'eau à l'échelle de ma parcelle. Oui, mais à l'échelle du bassin versant, vous accentuez le risque d'inondation. Je vous cite des exemples qui me viennent par la tête. Mais voilà, on fait tomber les a priori et on apprend à raisonner en adéquation avec les capacités du milieu. C'est tout simplement, on a la chance d'avoir des tas de gestionnaires, des tas de scientifiques, donc on a des éléments objectifs que bien souvent on oublie de valoriser parce qu'on ne les connaît pas, on ne les a pas en tête, mais qui posent et qui permettent de cadrer le débat. Voilà. Et donc du coup, ça c'était des illustrations livrables, mais je vais être redondante, donc voilà. J'en ai fini. Voilà. Je représente François Grimal et Popaca. Je n'ai pas compris votre dernier exemple. Malheureusement, ça finit là-dessus. C'est pas plutôt un conflit d'usage, tout simplement, là, votre exemple? Entre l'agriculteur qui ne veut pas de l'eau dans son champ et sur le bassin versant, on préférerait qu'il l'ait. On est plus dans le conflit d'usage que dans la bonne ou mauvaise gestion. Il y a l'idée du conflit d'usage. Moi, ce que j'ai souvent entendu... j'ai travaillé assez longtemps sur un terrain fortement agricole. C'était j'ai besoin de drainer mes zones humides. Et quand je draine mes zones humides, en fait, je participe à l'évacuation de l'eau, donc je participe à la lutte contre le ruissellement, etc. etc. Des choses comme ça. C'est vrai à l'échelle d'une parcelle, c'est pas vrai à l'échelle du bassin versant. Voilà, vous voulez dire qu'en fait, c'est pas juste parce que l'agriculteur pense que c'est pas bon pour ses terres, c'est aussi, il pense vraiment aider à... Ouais, c'est une idée fausse qu'il a du système. Il y a des choses, oui, il y a des choses qu'on peut entendre. C'est vrai que c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est pas directement sur les zones humides, mais c'est, oui, j'ai pas de bon exemple. Parce qu'on a beaucoup entendu, malheureusement, c'est des événements dramatiques, mais dans le Var, quand il y a eu les dernières inondations, à la radio, il y a eu beaucoup des agriculteurs qui se sont plaints que leur champ n'était pas drainé. Et le problème, c'est qu'en gros, ils proposaient le contraire à la solution qui sera une solution. Quoi. Ça dépend quel est l'objectif. Si vous avez un besoin économique d'utilisation des terres, très concrètement derrière, ça veut dire qu'il faut y accéder un certain nombre de temps dans l'année. Donc s'il y a de l'eau, ça limite un peu la rentabilité, ça s'entend tout à fait. Mais l'idée, c'est de ranger les choses dans les bonnes cases et être bien clair par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre et pas... par manque de temps, manque de connaissances ou par un jeu d'acteurs trop fort, oublier des éléments de référence qui sont là pour dire non. Le raisonnement, ok, il peut se défendre, mais il n'est pas bon là. C'est pas dans le bon ordre des choses. Dans les a priori, là je suis pas bonne, j'ai pas de... Sur les zones humides, on a quoi? Mais genre, oui, les zones humides pour l'épuration, ça c'est très fréquent, c'est très bien rentré dans la tête de certains acteurs. Je vais me servir des zones humides comme finalement système d'épuration à la sortie du lotissement, à la sortie des passerelles. C'est vrai. Le CEMAGREF a prouvé que la végétation de zone humide, si le temps de séjour est bon, on retient plus de 90% des polluants. Pas de problème, sauf que ça s'appelle un lagunage. C'est-à-dire au titre d'une politique milieu naturel ou milieu aquatique pour l'agence, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ça, je pense que c'est important d'être clair sur qu'est-ce que mon milieu, dans un système, on ne peut pas dire naturel, parce qu'on l'a vu ce matin, il y a une question de référence. Effectivement, les salins, ça n'a plus de fonctionnement naturel, mais il y a un équilibre qui a été trouvé. Donc est-ce que mon milieu, dans son fonctionnement, on va dire autonome, par exemple, il peut accepter ça, ou est-ce que je suis en train de soulever le curseur à mort de la fonction, entre guillemets, épuration,
Et si tel est le cas, ça doit être un choix assumé, mais un choix éclairé, quoi. On est conscient que la zone humide, en fait, naturellement, elle ne peut pas absorber plus de pollution que ce qu'elle peut épurer, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, d'accord, non, c'était ce qui est clair pour moi, c'est que vous pensez, que en plus de que les personnes fassent des choix économiques en fonction de leur, elles aient un manque d'informations qui fasse que ça peut en plus influencer leur choix. C'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est replacer, restructurer les échanges techniques. L'étape technique, pour nous, elle est super importante parce qu'elle pose le raisonnement, elle pose le fondement et elle ne doit pas être court-circuitée. Elle ne doit pas non plus se substituer et s'imposer au débat local. Ce n'est pas du tout ça l'idée, mais ça doit vraiment être un outil d'aide à la décision qui ne doit pas être zappé. Et dans la plupart des plans de gestion, on l'a vu, que ce soit avec les scènes ou pas forcément ceux des scènes, je ne suis pas là pour pointer du doigt, c'est un truc collégial, on s'est rendu compte qu'on avait du mal des fois à défendre les argumentaires techniques et qu'on devait répondre à des demandes d'acteurs. Et ça interroge parce que est-ce que c'est vraiment l'objectif d'une démarche de commencer par ce que les gens veulent faire avant de comprendre ce que le milieu il est en capacité d'offrir, quoi. Et donc l'effort d'intervention sur le milieu. Je pense voilà, c'était ça l'idée. Et on le voyait bien ce matin dans l'exemple du parc du Luberon que Jérôme Richard a présenté. C'était de dire, voilà, on avait une approche au niveau du sage, on avait identifié un ensemble de zones humides et leurs fonctions et leurs objectifs, et qu'ensuite on pouvait travailler à l'échelle de la zone humide en elle-même, qui elle-même croisait les enjeux Natura 2000 et les enjeux du sage. Donc là, on essayait de faire en sorte de ne pas avoir d'objectifs incompatibles. Ce n'est pas incohérent, parce que chacun a sa propre cohérence et chacun a ses propres enjeux à défendre. Mais c'est vrai qu'on ne gère pas une zone humide dans un objectif de chasse, de favoriser la chasse, comme on gérerait une zone humide dans un objectif de gérer la biodiversité ou un fonctionnement quasi naturel par rapport à une référence qu'on aurait ailleurs. Donc l'idée, c'est de se dire on sort de la zone humide qui fait 2000 hectares et qui est inventoriée pour essayer d'avoir une approche plus grande et pour essayer d'avoir carrément une approche espace de fonctionnement. Et comme tu l'as bien présenté tout à l'heure, cet espace de fonctionnement, il a différentes échelles. Si on prend les oiseaux, en Camargue, l'espace de fonctionnement, on s'est dit qu'il était européen. Donc on ne peut pas travailler à des échelles comme ça. Donc il faut prendre ce qui peut correspondre aux impacts directs sur la zone humide. Mais cette notion d'espace de bon fonctionnement, on voulait la partager avec vous pour vous montrer que voilà, ce qu'on souhaite, c'est l'élargissement de la réflexion, en fait. Sortir de la zone humide et de la propriété foncière. On avait un bon exemple en Corse, sur la tourbière de Moltifao. Je fais ça sous le contrôle de ma collègue de l'agence qui travaille en Corse. Et notamment, on avait une magnifique tourbière d'altitude qui avait vraiment des enjeux Natura 2000 exceptionnels et qui était, dont la pérennité n'était plus assurée parce que le cours d'eau était en train de venir grignoter cette tourbière qui se retrouvait assez perchée. Et donc l'objectif, c'était, selon les gestionnaires Natura 2000 et l'ONF, bref, c'est pas grave, c'était d'aller renforcer en pied de berge la tourbière pour plus qu'elle s'érode. Et elle avait été renforcée plusieurs fois par des systèmes d'enrochement. Et ces enrochements, ils sont tous partis au fur et à mesure du temps. Donc l'idée, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de sortir du site? Effectivement, si on veut sauver la tourbière, est-ce qu'il ne faut pas aller travailler sur le cours d'eau et sur sa capacité et son fonctionnement lui-même à venir éroder ce secteur-là? Et donc, du coup, des travaux ont été faits bien ailleurs pour essayer de dévier le champ et de l'ouvrir, d'ouvrir le champ de ce cours d'eau, de façon à ce que la tourbière elle puisse continuer à avoir sa vie propre. Voilà. Donc, voilà, c'est ces notions-là qu'on voulait essayer de partager avec vous. Alors maintenant, à vous de nous dire si c'est possible, pas possible, et si vous le faites déjà, et quelles sont les limites que vous voyez à ça. Sachant que ce sont des espaces, je finis, techniques d'analyse et non pas d'intervention, d'action. C'est-à-dire, on ne va pas aller faire des actions sur des périmètres qu'on ne maîtrise pas. C'est simplement de se dire, s'il y a une steppe qui est là-haut, et une station d'épuration, et qu'elle a un impact sur ma zone humide, il faut que je l'identifie. S'il y a un barrage et que ce barrage conditionne l'hydraulicité, le fonctionnement hydraulique de la zone, il faut que je l'imagine. S'il y a des agriculteurs qui ont des champs juste au-dessus et ils sont en train de faire de l'irrigation gravitaire et que les pesticides et nitrates arrivent à flot à certaines périodes de l'année sur cette zone humide,
J'ai peut-être pas la main, mais je peux essayer de trouver les acteurs. J'identifie les problèmes et je peux trouver ensuite les acteurs qui auront la main. Oui, Marc Maury, merci Joël, parce que je voulais justement aborder cette question d'échelle et de responsabilité du gestionnaire face aux atteintes, aux impacts ou aux problèmes qu'il aurait à résoudre, qui ne sont pas forcément de sa portée, dans le champ du site dont il a la responsabilité. Et effectivement, ça nous amène à aborder les questions de gestion de site de manière beaucoup plus systémique et à une échelle beaucoup plus petite, c'est-à-dire du bassin versant ou du sous-bassin versant, comme tu l'as dit. Les problèmes de pollution sont souvent générés en dehors d'un site dont on demande au gestionnaire de faire le plan de gestion. Les problèmes de gestion de l'eau, des flux aussi, lui échappent complètement. Ce qui n'empêche pas aussi qu'il a dans un plan de gestion, un certain nombre d'aspects sociaux, sociétaux, conciliation des usages à aborder. Et même si c'est effectivement pas la priorité de l'agence de l'eau, entre guillemets, en matière d'enjeux, mais dans un plan de gestion de site, ne pas aborder ces questions sociétales, sociales, de conflit ou de conciliation des usages en présence, effectivement, c'est pas possible. Donc voilà, ces plans de gestion, ça va devenir des grosses machines assez prospectives, comme tu l'as dit, qui vont pas forcément se traduire dans l'opérationnalité. Donc, soit, mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on demande à un gestionnaire, c'est effectivement d'apporter des réponses concrètes à des problèmes prégnants, avec si possible des solutions à moyen ou court terme, et on n'est pas sur du très long terme, à très petite échelle, en essayant de préfigurer des solutions qui ne sont pas du ressort du gestionnaire lui-même. Donc c'est cette alchimie qu'il va falloir explorer, parce que bon, c'est vrai que ça peut être un des volets, pourquoi pas, des plans de gestion stratégiques, c'est-à-dire que ça passe avant tout par là, cette réflexion en grand. Où sont les enjeux, où sont les priorités, quelles sont les solutions à apporter ici ou là, quels sont les liens entre telle et telle zone humide, et voilà, réfléchir de manière plus globale, plus systémique aux solutions à apporter au niveau local. Juste une précision, et Émilie va répondre plus complètement, mais il n'y a pas d'enjeu de l'agence de l'eau. On a dit ça ne correspond pas aux enjeux de l'agence de l'eau. Il n'y a pas d'enjeu de l'agence de l'eau. Voilà. Il y a un enjeu de partager ensemble dans un plan de gestion des enjeux. Et les enjeux, on accepte tout le monde que ce soit ceux des autres. Ce n'est pas le problème. Après, nous, on financera ce qu'on a à financer. C'est encore un autre sujet. Mais on voudrait vraiment que ce soit des enjeux partagés. Voilà, ce n'est pas le cahier des charges de l'agence de l'eau pour faire plaisir à l'agence de l'eau, pour avoir des financements demain. C'est essayons de trouver ensemble un champ qui soit socialement adapté et qui réponde aux vrais enjeux du secteur. Oui, je rebondis sur ce que dit Joël, parce que c'est vrai que c'est un élément clé du déclenchement de la démarche. Vous avez entendu parler de la GEMAPI, il y a l'AFB. Quand on dépense 4 fois... Ouais, l'Agence française de la biodiversité qui est en train de se créer. Quand on dépense 4 fois plus d'aide sur une thématique, qui est une thématique, c'est notre quotidien, on l'entend dire, pas prioritaire pour l'agence, on vient vous voir, on dit, c'est bien, en plus vous faites de la restauration, donc ça parle à l'agence, mais vous faites quoi? Ça sert à quoi pour le cycle de l'eau? Et donc du coup, c'était l'objet d'une des diapos, je vais peut-être passer un petit peu vite. S'il y a un enjeu pour nous, si nous on le formulait comme ça, c'était d'asseoir vraiment la légitimité de l'agence. C'est important qu'une agence de l'eau, elle se positionne et elle continue à se positionner sur ces milieux-là. Ces milieux-là, c'est pas... S'il y a une prise de conscience historique par les acteurs du monde de la biodiversité, il faut les en remercier, mais ce n'est pas l'objectif unique. Voilà. En interne, on caricature, on dit si votre maison elle se porte bien, si les milieux ont une morphologie physique et une ressource en eau qui va bien, et les habitants de la maison ils sont contents. Donc la biodiversité elle sera peut-être pas patrimoniale tout de suite, mais en tout cas il y a un support favorable à l'expression de la biodiversité. Et c'est un petit peu cette logique-là qu'on défend. Et c'est important, ne serait-ce que par rapport au financement que les agences sont amenées à donner pour la création des agences françaises de la biodiversité, qu'on garde une complémentarité des compétences, des champs d'intervention, et qu'on ne retombe pas dans un système scindé, hermétique, où la biodiversité d'un côté et puis les cours d'eau de l'autre. Voilà, donc c'était un petit peu ça l'idée. Et le deuxième truc, on a été vigilants, je pense que les membres du comité de pilotage ont vraiment ce souci d'opérationnalité. L'idée, c'est pas de faire des usines à gaz, des EBF, on en a fait 30, on vous les enverra.
au travers des 30 plans de gestion qu'on a étudiés, ça peut se faire en une demi-journée. Le but, c'est pas de faire une lourdeur. Tous ces éléments-là, ils s'appuient sur bien souvent des connaissances qui sont existantes, mais qui sont simplement pas structurées, et du coup qui rendent difficilement visible comment est-ce qu'on approche l'eau dans le cadre des démarches de gestion, quoi. Folc Ludovic du Conservatoire d'espaces naturels Languedoc-Roussillon. Donc, je suis gestionnaire du site des Salines à Villeneuve-les-Maguelones. On est un des plans de gestion qui a été étudié dans le cadre de l'étude d'Écosphère. Et nous, on travaille sur un site qui est un site du Conservatoire du Littoral, qui fait 292 hectares. Et on a étendu le périmètre d'étude de notre plan de gestion à 400 hectares, la zone de fonctionnalité de la zone humide. On a vraiment pris en compte l'eau, la qualité de l'eau, le fonctionnement de la zone humide. On a une fiche action qui est consacrée qu'à ça. Et on se rend compte qu'opérationnellement, je rejoins un petit peu Marc Maury, c'est que c'est très difficile de pouvoir mener des actions et les actions qui sont écrites dans ce plan de gestion parce qu'on ne maîtrise pas le foncier, on ne maîtrise pas ce qui se passe sur les terrains dont on n'a pas la propriété foncière. Et du coup, on se retrouve un petit peu avec des actions fléchées comme ça, listées, qui au final ont demandé beaucoup d'investissement dans la création du plan de gestion et dans le diagnostic du plan de gestion, et qu'au final on n'est pas en mesure de mener. Ce n'est pas l'identification d'actions qui est importante ou nécessaire, c'est plutôt de les prendre comme étant des espaces de fonctionnement. C'est-à-dire ma zone humide, elle fonctionne par rapport à un périmètre qui est en dehors de la zone humide en elle-même. Mais l'objectif, c'est plutôt d'intégrer des démarches qui existent. Ce n'est pas que vous recréiez des démarches à une échelle plus grande, parce que c'est des usines à gaz, ça. Par contre, comme on voyait ce matin avec les pages sud-ouest du Mont Ventoux, c'est de se dire que la multitude de zones humides, elle peut intégrer un contrat de rivière. Et par contre, à cette échelle de contrat de rivière ou d'un SAGE pour le parc du Luberon, il y a des moyens d'intervenir sur les sources de pollution ou les sources de perturbation des zones humides. Et l'idée, c'est de les faire apparaître et de les faire partager. Après, c'est des histoires d'échelle de temps, c'est d'autres histoires de gouvernance, c'est des histoires de processus, peut-être, mais au moins, ils auront le mérite d'avoir été mis en avant. Et pour moi, ma zone humide, en tant que gestionnaire, je vous demanderai de prendre en compte ces aspects-là qui vont venir perturber mon site si ça continue comme ça. Mon scénario tendanciel, il peut avoir pour effet de dire ça. Voilà. Et je pense que ça peut être un vrai atout pour les syndicats de rivière ou les structures de gestion supra-zone humide, d'avoir des acteurs qui sont vraiment dans la dimension de dire « je ne suis pas là que pour gérer et faire de l'accueil du public ». Voilà. J'ai une vision de mon territoire et surtout de la durabilité de ma zone humide. C'est effectivement important de faire comprendre comment une zone humide elle fonctionne et les interactions avec les autres politiques d'aménagement du territoire. Le BEF, je pense que ça doit servir à ça. Il y a les SRCE, il y a les SAGE, il y a les contrats de rivière, ça doit vous donner une place. On était il y a 15 jours avec des collègues, vos collègues de l'Ardèche. Ils font un super boulot de connaissance de la plaine de l'Ardèche, etc. Ils ont pris vraiment sur leur épaule un état des lieux, etc. Le plan de gestion est voté. Tous les éléments de diagnostic du fonctionnement, les acteurs n'ont pas voulu, donc ils disparaissent. Et finalement, il n'y a qu'un programme d'intervention, c'est celui du Seine. Quand vous lisez le plan de gestion, c'est le document qui fait référence, qui va rester dans les têtes à terme, on se dit il n'y a pas d'enjeu eau. Or, c'est faux. L'Ardèche, elle est incisée sur plus de 3 mètres. Il y a une qualité d'eau qui est quand même pas bonne, quoi. Il y a des choses à faire, c'est juste que les élus ne le veulent pas. Un plan de gestion, OK, dans sa phase opérationnelle, l'état des lieux, le diagnostic, ça doit permettre de dire il y a ces problématiques. La partie opérationnelle, c'est voilà ce qu'on est prêt à faire, pour X raisons. Ça effectivement, Marc Maury l'a bien dit, c'est le rôle de l'animation que l'agence soutient, je pense, assez fortement. Il n'y a aucun souci. Après, c'est les choix de territoire. L'agence, elle est incitative, elle n'est pas là pour faire à la place d'eux. Donc il n'y a pas de problème. Le BF, il doit permettre de renforcer juste le socle de départ, état des lieux et diagnostic. Un exemple très concret. Vous avez entendu parler, donc plan de gestion stratégique. Ce qui a lancé un petit peu le truc, c'est Center Park en Savoie. Là. Vous voyez ? Bon, je connais pas moi Spiro, mais le Center Park en Savoie. Je résume la démarche. Destruction de zone humide, le SDAGE arrive, c'est 2 pour 1. OK ? Il y a quelqu'un qui est très bien informé sur les zones humides, qui a joué la carte avant l'heure de l'espace de bon fonctionnement. Et qui a dit, bah oui, vos inventaires, ils sont bien mignons,
La zone humide, c'est ça, c'est ce petit truc, on va dire, c'est cette étoile. Sauf que si vous compensez qu'à ça, vous ne prenez pas en compte le fait que l'espace qui est impacté, il est beaucoup plus grand. Parce que le fonctionnement de la zone humide, il dépend par exemple de son bassin d'alimentation superficielle. Et si on ne prend pas ça en compte, on occulte le fait qu'il y a toutes les zones humides annexes qui seront perturbées par l'aménagement. Et ça, c'est passé. Ça a fait jurisprudence. Le préfet a signé. Donc ça, c'est important, c'est une réalité. On n'est pas là pour défendre la zone humide à bout de bras, c'est de l'objectivité, quoi. Après, c'est un choix de positionnement. Donc ces éléments-là, ils doivent nous aider à asseoir notre action sur ces milieux. Voilà.